Et bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle audition de la commission d'enquête citoyenne autour du coronavirus. Et ce matin, nous sommes avec Yannick Donius, hein, j'espère que je prononce bien votre nom, qui est délégué syndical CGT de Famar à Saint-Genis-Laval, c'est à côté de Lyon. Et Famar, c'est un site de production pharmaceutique. Alors Yannick Donius, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole pour nous présenter peut-être le site et puis les questions qui sont posées autour de ce groupe et de cette entreprise. Ok, très bien. Bah, voilà. Donc, nous sommes un site en fait de façonnage pharmaceutique. Donc, c'est un site en gros qui ne détient pas de molécules, mais qui travaille à façon pour des laboratoires pharmaceutiques, ni plus ni moins donc de la sous-traitance en fait pharmaceutique. Donc, il y a 250 salariés actuellement sur le site, avec une quarantaine de salariés intérimaires et une quinzaine de salariés d'entreprises extérieures. Et donc, nous sommes dans une phase où, depuis le mois de juin 2019, donc la société est en redressement judiciaire. Donc, ce site-là a été et a fait partie, en fait, je dirais, des laboratoires pharmaceutiques Ron Poulenc, puis Aventis, et a été donc vendu à la sous-traitance donc au groupe Famar en 2004. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on a travaillé, je dirais, dans le cadre de la sous-traitance pour différents laboratoires, donc dont Sanofi, mais aussi des laboratoires de type Merck, Pfizer, en fait, tous les grands laboratoires pharmaceutiques que nous connaissons. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, dans cette phase de redressement judiciaire, nous continuons à poursuivre en fait notre activité. Les clients nous ont garanti finalement un portefeuille de production pendant 12 mois, donc du mois de juin 2019 jusqu'au mois de fin juin donc 2020. Et si effectivement à la fin de cette période d'observation, donc aucun repreneur ne se positionne, le tribunal de commerce donc devra prononcer en fait une liquidation judiciaire pour la simple et bonne raison, c'est que nous n'avons plus d'activité à partir donc du 3 juillet 2020. Aujourd'hui, en fait, le fonctionnement de l'usine s'effectue de manière, on va dire, normale. Hein. À cette date, nous avons quand même un niveau d'absentéisme qui est, je dirais, plus important que habituellement, dû notamment au fait du Covid-19. Donc, certains salariés sont effectivement chez eux, mais la production tourne sur un rythme donc de 3 équipes, hein, matin, après-midi, nuit. Et donc, nous suivons, je dirais, en fait, le planning de production que nous ont confié en fait les différents laboratoires. D'accord. Alors, je vous remercie. Et ma première question, c'est, vous avez dit que l'activité continue à tourner. Il y a une question qui nécessairement me vient à ce moment-là, c'est est-ce que les salariés aujourd'hui bénéficient d'un certain nombre de protections pour leur travail? Est-ce que ce travail se fait dans des conditions sanitaires particulières? Est-ce qu'il y a un soutien de l'État en termes de livraison, de fourniture, d'équipements de protection, des choses comme ça? Donc de l'État, pas forcément, mais en fait, bon, je dirais, on a mené bataille effectivement pour que la direction mette à disposition tous les équipements nécessaires en fait aux salariés. Donc bon, ça a pris un peu de temps, mais pour l'instant, on peut dire que la situation est satisfaisante. Alors, elle est satisfaisante de fait de notre activité, puisqu'en fait, tous les salariés qui travaillent en zone de production donc, sont protégés par nature, je dirais, hein, par nature de l'activité. Donc, je dirais les masques, les combinaisons, les gants, ce sont en fait des équipements de protection individuels que nous avons dans le cadre de notre processus de fabrication. Donc, certaines fonctions support, quant à elles, ont fait l'objet en fait de, je dirais, de télétravail. Et puis, il restait un secteur, le secteur du conditionnement, qui lui a eu, je dirais, au début de la crise, certaines peines à avoir, je dirais, les protections individuelles, mais bon, c'est rentré dans l'ordre au bout de quelques temps. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, les salariés, je dirais, continuent à travailler dans les conditions en fait normales et de protection, je dirais, vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. D'accord. Merci pour cette réponse. Vous avez dit dans votre introduction que Famar était, si j'ai bien entendu le terme, faisait ce qu'on appelait du façonnage de médicaments. Hein, donc, elle n'était pas dans la production, si j'ai bien compris ce que ça voulait dire, des principes actifs eux-mêmes, mais plutôt de la transformation des médicaments. Est-ce que d'abord c'est bien ça? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de médicaments qui sont produits sur ce site et nous donner peut-être des éléments de comparaison pour savoir si ces médicaments sont aussi produits ailleurs
en France et en Europe, puisqu'on parle en ce moment, heureusement, un peu trop tardivement de notre point de vue, mais au moins on en parle, de la question d'une souveraineté française ou européenne dans la production de ces médicaments. Oui, effectivement. Donc, nous sommes bien un site, ce qu'on appelle en fait un site secondaire. Donc, on reçoit les matières actives, donc les principes actifs et les excipients, et nous mettons en fait sous forme le médicament, le produit fini. Donc, on fabrique, je dirais, le mélange des excipients et du principe actif, on comprime, on pellicule les comprimés, par exemple, si on prend la forme des comprimés, on conditionne sous étui et sous blister, et c'est livré en pharmacie. Donc, voilà l'activité en fait du site de Famar-Lyon. Je dirais, on ne fabrique pas de principe actif, hein, on fabrique le médicament, le produit fini. Donc, nous avons mis en avant en fait que le site était effectivement enregistré sur certains médicaments et que c'était le seul en fait enregistré, notamment pour délivrer le marché français. On a pris en exemple la Nivaquine. Donc, la Nivaquine est un antipaludéen qui est fabriqué à base de chloroquine sulfate. Donc, la chloroquine sulfate, c'est le nom en fait du principe actif, et Nivaquine, donc c'est le nom en fait du produit fini, du médicament qui est à disposition donc en pharmacie. Et nous produisons donc ce produit pour Sanofi, et nous sommes aujourd'hui en fait les seuls enregistrés pour délivrer le marché français. Donc, c'est la précision en fait qu'il faut faire aujourd'hui. Les derniers lots qui ont été fabriqués de ce produit-là, la dernière fabrication c'était en janvier, ils ont été expédiés donc sur les plateformes logistiques de Sanofi il y a une dizaine de jours et d'un niveau d'à peu près 180 000 étuis. Donc un étui c'est une boîte et à l'intérieur de cette boîte il y a 20 comprimés. Voilà. D'accord. Oui, pardon. Non, allez-y, pardon. Donc nous fabriquons aussi donc pour ce laboratoire tout un tas d'autres produits. Hein. Et dans notre portefeuille, nous avons à peu près une soixantaine de produits que nous fabriquons pour tous ces laboratoires. Et parmi cette soixantaine de produits, nous avons 12 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, dont une grosse partie en fait est dédiée notamment en fait à Sanofi. Donc il y a, je dirais, la Nivaquine que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi en fait la Notésine qui est un antiparasitaire. Et là aussi, on est également en fait le dernier producteur même au monde. Et l'OMS en fait nous a fait une commande dans les années 2015-2016. Donc c'est un médicament qui est vraiment supporté en fait par l'OMS. Nous avons la Dizulone, c'est pareil, c'est un infectiologie parasitologie, donc où on est aussi également en fait le seul site à pouvoir délivrer le marché francophone. Et donc nous avons d'autres médicaments du type Teralite, c'est un antipsychotique, et lui par contre, il vient de faire l'objet en fait d'un enregistrement par Sanofi sur un autre site en Slovaquie par exemple. Si effectivement l'usine devait fermer, devait être liquidée, Sanofi a pris sur ce médicament-là, je dirais, la décision de potentiellement le transférer sur un site slovaque. Nous avons aussi l'exemple du Largactil, qui est un neuroleptique, qui pourrait être lui aussi délocalisé sur un site italien, puisqu'il vient de faire l'objet d'un enregistrement. Nous avons Gardenal, qui est un antileptique aussi, de la même façon. Et puis, nous avons tout un tas de produits donc, pour les laboratoires Merck, que nous produisons en fait sur le site, mais pour lequel en fait d'autres sites, notamment dans les usines de Merck en Allemagne, sont enregistrés. Donc là où la difficulté va se rencontrer, c'est notamment en fait sur le portefeuille produit Sanofi, où là, sur certains produits, il risque effectivement d'y avoir en fait des difficultés de continuer à le produire. Et je pense que Sanofi aura peut-être la volonté aussi, je dirais, de prendre malheureusement cet acte de fermeture d'un site industriel pour pruner finalement ces produits-là et qu'ils ne soient plus commercialisés. Il y a des grandes chances. Alors ça, c'est les retours que nous avons off de la part des camarades qui travaillent à Sanofi. Mais je pense que Sanofi aura cette volonté, à mon avis, de pruner une partie de ces produits-là. Alors, pour quelle raison? C'est que ces produits-là sont vendus aujourd'hui, en fait, de façon, je dirais, moins importante que ce que ça avait pu l'être il y a une vingtaine, trentaine ou quarantaine d'années. Ce sont des vieilles molécules, on appelle ça des produits matures. Si je prends l'exemple de la Nivaquine, qui est donc un antipaludéen, ce produit-là a été vendu de façon très importante il y a une trentaine, quarantaine d'années. Et aujourd'hui, c'est vrai que les laboratoires le vendent de moins en moins.
il ne reste plus qu'une dizaine de pays finalement qui utilisent ce produit-là contre le paludisme. Pour la simple et bonne raison, c'est que en fait, le paludisme est devenu résistant à la chloroquine, et c'est la raison pour laquelle il est pratiquement peu vendu, mais il est encore utilisé, encore prescrit. Alors pourquoi nous mettions en avant en fait ce produit-là? C'est que il est clair que si dans le cadre des essais actuels, la molécule de chloroquine pourrait, je dirais, en fait, être utilisée dans le cadre du combat contre le corona, il faut savoir qu'on a un site industriel en France qui pourrait produire de la nivaquine de manière en fait importante. Voilà, c'était la précision qu'on voulait faire, et c'est notamment pour ça qu'on a alerté notamment toutes les autorités, hein, que ce soit les différents ministères, mais les acteurs politiques également, dont la France insoumise, mais aussi la presse, puisque depuis quelque temps maintenant, on entend parler, je dirais, un peu plus de nous. Donc, aujourd'hui, ce serait de toute manière préjudiciable qu'un site industriel pharmaceutique disparaisse, et je pense que on est tous d'accord pour effectivement faire cette conclusion. D'accord, merci pour la précision. Je me permets juste pour les gens qui effectivement éventuellement regarderaient cette audition, pour bien comprendre, parce que effectivement la question de la chloroquine est un peu au cœur, on va dire, du débat et de la controverse scientifique. Alors moi, il ne m'appartient pas ici, parce que je n'en ai pas les connaissances ni les compétences de dire si effectivement ce traitement est efficace ou pas, et ça, je pense qu'on va le voir. On va le voir ou pas, mais vous, ce que vous dites, c'est que si effectivement ce traitement est efficace sur ce sujet-là, vous êtes en capacité de produire ces molécules, et même si j'ai bien compris que vous êtes en réalité les seuls ou les derniers en Europe en capacité de produire effectivement ces molécules. C'est bien ça? Alors, donc l'anivaquine, comme je le précisais, effectivement, on est le dernier site en fait enregistré pour délivrer le marché français. D'accord. Donc, pour le marché en fait export, ça j'ai pas forcément l'information, mais en tout cas la nivaquine qui est commercialisée par Sanofi et pourrait être donc délivrée sur le marché français, on est effectivement le seul site à la produire et enregistré par les autorités compétentes qu'on connaît. Hein. Il est simple, hein, il suffit juste de regarder la notice du produit sur le site de l'ANSM et vous verrez qu'effectivement l'exploitant est Sanofi, et le seul site enregistré fabriquant en fait l'anivaquine est le site de Flammarion. D'accord, super, c'est très clair. Alors bon, bien évidemment, vous avez raison de dire, je crois, que tout le monde, dans le contexte actuel, dit maintenant qu'il faut avoir une production de médicaments en France. Néanmoins, il y a une difficulté qui est posée, qui est la question des principes actifs. Hein. On dit souvent qu'il y a une vingtaine d'années, l'essentiel des produits actifs était fabriqué sur le territoire français, et le chiffre qui est souvent avancé, c'est de dire qu'aujourd'hui, 80% de ces principes actifs sont produits en Inde ou en Chine. Alors, mon interrogation, c'est est-ce qu'un site de transformation intermédiaire comme celui de Pharma est peut être confronté à des difficultés d'approvisionnement sur ces principes actifs, qui, dans ce cas-là, poserait la question d'une filière aussi française de relocalisation de la production de ces principes actifs? Alors, de toute manière, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on on est complètement dépendant, en fait, hein, je dirais, de la fabrication et de la livraison de ces principes actifs. Donc, il est clair que s'il y a, je dirais, à un moment donné, un couac dans les rouages, on ne pourra pas fabriquer, en fait, le produit fini. Alors ça, ce sont des choses qui ont déjà été constatées, puisque depuis maintenant quelques années, il existe des pénuries sur les médicaments, et ces pénuries, la plupart du temps, proviennent justement de ces difficultés à approvisionner en fait les différents sites de mise sous forme en principe actif, voire même certains excipients. Donc aujourd'hui, c'est le constat qu'on peut faire, et c'est d'ailleurs dans le cadre, je dirais, de ces constats qu'on avait déjà alerté en fait le ministère de la Santé notamment l'année dernière, avant même que l'entreprise Flammarion soit placée en fait en redressement judiciaire. Donc
Il est clair que notre indépendance sanitaire est confrontée en fait à cette problématique qui, à un moment donné, a conduit les acteurs industriels pharmaceutiques, donc les gros laboratoires, à finalement déplacer les productions, notamment les productions de principes actifs. Alors, toujours dans le même but, hein, finalement, d'obtenir, une marge plus importante finalement sur le produit, in fine, lorsqu'il est commercialisé. Et il est clair qu'on a des difficultés. Aujourd'hui, ça pourrait être le cas d'ailleurs pour la Nivaquine. Le fournisseur de chloroquine sulfate est un industriel en fait indien, et tout le monde a entendu effectivement que l'Inde prendrait des dispositions dans le cadre de la pandémie actuelle, et que si l'outil de production indien devait être mis à contribution, il le serait dans un premier temps en fait pour, alimenter leur propre marché. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas ressenti de difficultés lors de nos dernières fabrications de Nivaquine. Donc, je le rappelle, c'était en janvier de cette année-là. Mais par contre, si Sanofi effectivement décide de nous demander en fait et décide des commandes supplémentaires à l'avenir, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si effectivement on sera en mesure de pouvoir le faire, puisqu'il faudra de toute manière qu'on soit approvisionné donc en principe actif. La dernière fois qu'on a eu en contact donc cette société, c'est une société indienne qui s'appelle IPCA. A priori, des stocks étaient disponibles, mais ça, les derniers contacts qu'on a eu, en fait, toutes les équipes de la supply chain avec ce fournisseur, c'était donc début mars. Maintenant, aujourd'hui, depuis, en fait, il est impossible de rentrer d'ailleurs en contact avec eux. Donc, je ne peux pas vous assurer effectivement qu'on aurait de la mise à disposition de ce principe actif à l'avenir si Sanofi nous demandait de réaliser certaines productions. D'accord, merci, c'est très clair. Une dernière interrogation sur cette question des principes actifs. J'imagine que ce n'est pas forcément évident d'avoir ces informations, mais est-ce que vous avez un exemple peut-être d'une production de principes actifs qui était sur le territoire français et qui a été délocalisée ces dernières années pour qu'on se rende compte, est-ce qu'il est possible en fait de produire ces principes actifs sur le territoire français? Je pense on a toujours en fait un outil industriel qui devrait le permettre. Nous, par exemple, si on prend l'exemple de Sanofi, donc on a fait partie en fait du groupe Ron Poulain qui est Aventis, donc je le disais tout à l'heure, avant qu'on soit vendu à la sous-traitance en 2004. Et notre pourvoyeur en fait de principes actifs était le site de production en fait de Vitry, qui appartenait donc pareil à Ron Poulain, qui a appartenu à Aventis et qui doit faire l'objet maintenant, je pense, du pôle de production de Sanofi. Et c'était en fait notre approvisionneur en termes de principes actifs. Et nous avons commencé donc dans les années 2000 à nous apercevoir en fait que ces principes actifs commençaient à arriver d'autres horizons, notamment européens dans un premier temps. Et puis maintenant, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des matières premières et des principes actifs qui arrivent de l'Inde ou de la Chine. Donc, il y a eu en fait un processus dans le temps où on a pu constater effectivement ces transferts d'activités hors du territoire français. Moi, je me rappelle très très bien, je suis rentré dans la société en 1993 et à cette époque-là, l'ensemble des principes actifs du portefeuille donc, de Sanofi aujourd'hui que nous fabriquons encore était fabriqué en France sur le site principalement de Vitry. Ce qui n'est pratiquement plus le cas pour aucun des principes actifs aujourd'hui, quoi. D'accord, très bien, c'est très éclairant, merci. Peut-être si ça vous convient, parlons un peu de Famar et de la situation liée à une reprise éventuelle. Vous disiez, si j'ai bien compris, si on n'a pas de repreneur d'ici, je crois que vous avez donné une date en juillet, dans ce cas-là, le site va fermer. Alors, est-ce que vous avez connaissance de repreneurs éventuellement intéressés, premièrement? Et deuxièmement, sinon, est-ce que vous avez des contacts avec l'État pour qu'éventuellement, il puisse être un repreneur et donc on puisse procéder éventuellement à une nationalisation? Alors aujourd'hui, donc depuis l'ouverture de la procédure, donc ça date du mois de juin 2019, on n'a eu aucune offre en fait de présenter jusqu'au mois de mars 2020. Donc depuis en fait, le battage médiatique et l'éclairage
qui s'est fait sur le site de Famarlion, les administrateurs judiciaires nous ont effectivement en fait évoqué qu'ils avaient de plus en plus en fait de contacts et de prises de contact sur la situation et sur une possibilité d'intérêt, je dirais, pour une reprise du site. Donc pour l'instant, une seule offre, je dirais, a été déposée auprès des administrateurs judiciaires. Donc cette offre, c'est une offre en fait d'un investisseur, donc un investisseur privé, mais qui a priori a l'habitude de se positionner sur des entreprises, je dirais, qui sont en difficulté. Et généralement, c'est des propositions qu'il fait, comme on dit vulgairement, à la barre du tribunal de commerce. Donc, d'après les éléments qu'on a, mais on n'a pas, je dirais, l'intégralité en fait de l'offre qui a été faite, mais c'est a priori une offre, je dirais, on va dire opportuniste et qui ne permettrait pas de pouvoir, je dirais, pérenniser les activités, notamment pharmaceutiques et l'emploi sur le site. Mais pour l'instant, je vous dis, on n'a pas les éléments vraiment concrets de cette offre-là, mais en tout cas, c'est le résumé qu'on peut en faire. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons depuis le début de la semaine, en fait, le PDG du groupe Famar qui est présent en fait sur le site. Alors cette personne, c'est lui qui avait été en fait mandaté par le fonds d'investissement qui est actionnaire donc du groupe Famar, le fonds d'investissement américain KKR, et c'est lui lors de son intronisation en fait qui avait décidé dans le cadre du mandat qu'il avait de positionner en fait le site de Famar Lyon en redressement judiciaire. Donc au 31 mai 2019, on a été placé en cessation de paiement. Et donc, je dirais, l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire s'est faite donc dans la continuité au mois de juin. Les 11 sites restants du groupe Famar, puisque c'était un groupe en fait qui était composé de 12 sites, ont fait l'objet en fait d'une cession, je dirais, par appartement. Et encore, je dirais, il y a 15 jours de ça, en fait, ils ont enregistré les dernières ventes du pôle sud du groupe. Donc aujourd'hui, le groupe a été complètement en fait vendu, sauf le site de Famar Lyon, qui lui est positionné donc dans le cadre de cette procédure judiciaire. Et donc, comme je le rappelais tout à l'heure, nous avons pour l'instant en fait une offre qui vient d'être enregistrée. Nous n'en avions pas eu jusqu'à présent. Et donc le risque effectivement, c'est que à la fin, je dirais de la production, puisqu'on a des productions qui sont planifiées jusqu'au 3 juillet. Si le tribunal de commerce ne retient, je dirais, aucune offre, par défaut, quoi, on va dire, la possibilité de fermeture de l'établissement sera effectivement, je dirais, très importante, quoi. Par rapport à la nationalisation et la question de la nationalisation, on a interpellé effectivement l'État sur ce sujet, puisque dans le cadre de cette procédure judiciaire, il ne nous reste que très très peu de temps. Comme je le disais, donc, le 3 juillet devient en fait finalement la date de référence. Et donc, il nous semble, dans le contexte notamment actuel, alors contexte qu'on avait déjà évoqué dans le cadre des pénuries de médicaments, mais dans le contexte actuel, c'est d'autant plus renforcé. Et il me semble qu'effectivement, l'État devrait se positionner pour reprendre en fait la main sur le site et sur l'outil industriel donc de Saint-Genis-Aval. Pour l'instant, sur ce point, nous n'avons pas de retour en fait de l'État. On sait qu'a priori, la présence du PDG, elle est à la fois mandatée par l'investisseur, donc par l'actionnaire KKR, et aussi a priori par une cellule entre l'Élysée et le ministère de l'économie. Alors si je vous dis ça, c'est parce que c'est les propos qu'il nous a tenus lors de son arrivée en début de semaine. Donc voilà, ce sont les seuls éléments que nous avons aujourd'hui en notre possession et on n'en a pas d'autres, quoi. D'accord. Alors, bon, on voit bien le risque que ferait peser la fermeture du site sur les questions de production de médicaments. Il faut aussi quand même qu'on dise, est-ce que vous pouvez nous dire, dans l'hypothèse où le site serait fermé, ce que l'on ne souhaite pas et qu'on espère ne se produira pas, qu'est-ce qu'il en advient aussi des salariés qui travaillent sur le site? Aujourd'hui, c'est simple, hein. Si effectivement le site ferme, c'est licenciement économique pour l'ensemble, hein. Donc aujourd'hui, on n'a aucune alternative, je dirais, qui nous est présentée dans le cadre de la procédure en redressement judiciaire que nous vivons. Donc ça sera un licenciement économique de masse finalement, et tout le monde se retrouvera à pointer à Pôle emploi. D'accord, d'accord. Alors, merci pour toutes ces informations. Peut-être un dernier sujet. Là, on a parlé
de la question de souveraineté dans la production de médicaments et de la situation du groupe Pharma, mais par votre position, vous avez sans doute un regard, des revendications, des idées, des propositions à formuler sur, on va dire, la question de l'organisation du secteur du médicament en France. Est-ce que vous avez peut-être des messages à faire passer de ce point de vue-là? Bah, aujourd'hui, ce qu'on constate, en fait, hein, c'est que ça fait, je dirais, maintenant, ça s'est intensifié sur les 10 dernières années. Les sites de production en France ont considérablement en fait diminué pendant ces 10 ans. J'avais noté en fait quelques chiffres, si vous voulez, je vais pouvoir vous en donner un certain nombre. Donc en fait, depuis, depuis une dizaine d'années, on est passé d'un peu plus de 350 sites industriels à 220 en 2018. Alors attendez, je vais quand même vous donner les chiffres exacts, comme ça ce sera… Voilà, en 1990, il y avait 349 usines identifiées donc sur le sol et sur le territoire français. Et donc, ce sont des usines, en fait, autant du secteur primaire, donc qui fabriquaient finalement, je dirais, les principes actifs, que le secteur secondaire comme nous. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, enfin, en 2017, il en a été comptabilisé 247. Donc, on voit, en fait, le nombre d'usines sur le territoire français qui a dégringolé de manière, en fait, très importante. Et donc, le nombre d'emplois a aussi également dégringolé sur cette période-là. Parmi les 247 usines qu'il reste, une grosse partie en fait de ces usines ont été transformées donc finalement en sous-traitants pharmaceutiques et donc ont été positionnées finalement sur des fabrications donc de produits dits matures. Les produits matures sont en fait finalement les produits que les laboratoires pharmaceutiques dédient donc à la sous-traitance. Ce sont des produits qui généralement ont un certain nombre d'années, je dirais, dans le pipeline de l'industrie pharmaceutique et qui ont fait leurs preuves d'ailleurs, hein, qui sont tout à fait, je dirais, enfin, qui font l'objet, je dirais, des traitements et des traitements qui sont prescrits, mais par contre, qui n'ont pas une rentabilité, en fait, je dirais, souhaitée par les laboratoires. Donc aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques se dirigent plutôt sur un maintien de leur propre outil industriel sur des, je dirais, des molécules dites innovantes, mais qui ont surtout, en fait, finalement, un pouvoir financier beaucoup plus important et des marges financières beaucoup plus importantes. C'est ce qu'on appelle communément dans le milieu en fait des blockbusters et donc le reste, je dirais, des portefeuilles produits sont généralement cédés à la sous-traitance. Alors la sous-traitance s'est construite comment? Elle s'est construite finalement par l'acquisition donc de ces sites, de ces différents laboratoires. Et généralement, les laboratoires donc, cèdent à la sous-traitance les sites pour 1 euro symbolique. Ils confient donc l'outil et les salariés à ces sous-traitants pharmaceutiques, avec généralement un portefeuille de produits et une garantie de chiffre d'affaires sur ce portefeuille pendant quelques années. Donc, suivant les laboratoires, ça peut être de 3 à 5 ans. Mais par contre, après, le sous-traitant doit se débrouiller finalement pour essayer en fait de récupérer d'autres productions. Pour la simple et bonne raison, c'est que les marges sont de plus en plus faibles sur ces produits-là. Et donc, finalement, les sous-traitants arrivent à un certain moment dans des difficultés qui sont telles que nous avons et nous rencontrons en fait beaucoup de sites de ces sous-traitants qui sont soit en voie de fermeture, soit en perte de vitesse due à une perte en fait de production. Ok, alors à la lumière de ce que vous avez dit, j'ai une question qui peut-être vous apparaîtra naïve, mais c'est pas grave. À partir du moment où le principe actif est produit, que un site comme celui de Famar fait la transformation et la mise en boîte, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'apporte Sanofi dans la chaîne de production? Ça, c'est ma première idée sur ce type de médicament. Ce que j'ai derrière la tête, c'est que dans l'hypothèse d'une nationalisation, est-ce qu'on est toujours obligé de passer par Sanofi pour la commercialisation du produit, ou est-ce que de facto il pourrait y avoir autour de cette nationalisation et pourquoi pas d'autres, la constitution d'un pôle public de médicaments, mais qui serait en mesure de faire de la commercialisation directe? Est-ce qu'on est obligé de passer par Sanofi pour commercialiser ce type de produit? Dans le cas d'une nationalisation, je pense que certains points pourraient être contournés, notamment sur ce type en fait de produits qui sont des produits qui ont déjà fait leurs preuves et qui existent dans leur portefeuille depuis très très longtemps. Aujourd'hui, je l'expliquais tout à l'heure, parmi les produits que nous fabriquons pour Sanofi,
si Famar devait fermer en fait demain, je pense qu'une partie de ces produits-là serait arrêtée par Sanofi. Ils ne les commercialiseraient plus. Donc une autre partie, en fait, comme je vous l'ai dit, sera délocalisée, mais une partie devrait être arrêtée. Donc je pense qu'il y a moyen, dans le cadre d'une nationalisation sur ce type de produit-là, effectivement, de prendre la main, et l'État pourrait prendre la main sur ces produits. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut rien faire sans l'aval de Sanofi. Aujourd'hui, je prenais l'exemple de la Nivaquine tout à l'heure. Nous produisons en fait la Nivaquine à base donc, du principe actif de chloroquine sulfate qui, lui, est fabriqué par une entreprise indienne. Aujourd'hui, nous n'avons même pas la main sur la commande du principe actif. Ça veut dire que c'est Sanofi qui nous demande de réaliser des productions et en même temps où il nous demande de fabriquer des productions, il commande en fait directement le principe actif aux fournisseurs indiens et nous recevons par la suite le principe actif et nous réalisons les productions. Donc aujourd'hui, il est clair que concernant en tout cas Sanofi, parce qu'il y a des pratiques qui sont différentes avec d'autres labos, mais concernant Sanofi, ils ont la main non seulement, c'est le donneur d'ordre pour Famar Lyon dans le cadre de, je dirais, des commandes de produits finis, mais ils ont aussi la main sur la commande du principe actif. D'accord. Mais ça, on va dire, c'est leur mode de sous-traitance, c'est-à-dire c'est comme ça qu'ils Ouais. fonctionnent. Mais en réalité, est-ce que c'est quelque chose de réglementaire? Est-ce que, par exemple, ils ont la propriété sur un brevet? Est-ce qu'ils ont quelque chose qui contraint, en fait, au fait qu'on soit obligé de passer par eux? Pour le dire autrement, pour poser ma question autrement, si c'était la volonté, j'ai bien compris que ce n'est pas le cas aujourd'hui, de Famar, si ensuite Famar construisait son propre réseau d'approvisionnement en principe actif, et si Famar décidait de produire lui-même ses médicaments, est-ce qu'il aurait tout simplement le droit de les mettre en commercialisation directement? Alors aujourd'hui, en fait, si on parle de nationalisation, je pense qu'il n'y aurait aucune difficulté. Parce que comment ça marche, en fait? Généralement, les laboratoires ont une licence sur les produits pendant un certain temps. Et à partir, en fait, de ce temps, je dirais qu'il peut être suivant les produits d'une dizaine, d'une quinzaine d'années, à partir de ce moment-là, la molécule tombe dans le domaine public. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les laboratoires, en fait, les fabriquent en termes de génériques. C'est ce qu'on appelle, en fait, les génériques où là, le produit fini est à disposition de tous les laboratoires pour qu'ils puissent le commercialiser. Donc, il est clair que dans ce cadre-là, je pourrais que l'État pourrait se positionner et confier à des sites de production la production en fait de ces génériques. Par contre, aujourd'hui en tout cas, si la molécule est toujours couverte, je dirais, par la licence du laboratoire, je pense que là, par contre, il y aurait des difficultés. Mais je ne peux pas vous dire. Est-ce que dans le cadre d'une nationalisation, on pourrait contrer ces difficultés? Je ne peux pas vous dire ça. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, certains produits sont à disposition du domaine public et peuvent être fabriqués, je dirais, par des laboratoires génériqueurs. Pour les sous-traitants, c'est un peu différent. Nous, en fait, on est sous-traitant, on n'est pas génériqueur, donc on n'a pas la possibilité, en fait, le statut de l'entreprise n'a pas la possibilité, comme ça, du jour au lendemain, de récupérer une molécule qui est sur le domaine public pour la commercialiser en notre propre nom. On a un statut qui est différent. On ne commercialise pas, en fait, de médicaments. On le fabrique pour tiers, mais on ne le commercialise pas. Mais ça, ce sont des D'accord. statuts qui peuvent évoluer de toute manière, hein. Surtout dans le Oui, cadre d'une nationalisation. oui, oui, bien sûr, j'ai aucun doute là-dessus, et y compris sur le fait qu'une nationalisation, elle repose aussi après la question de ces questions de licence, parce qu'il s'agit de dire que, bien sûr, les laboratoires privés peuvent continuer à produire, mais qu'il y a un stock de médicaments dont on considère qu'ils sont d'utilité publique, et donc qu'un pôle public des médicaments doit être en mesure de produire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, non, non, mais merci en tout cas pour les précisions, parce que je pense que ce sujet est un sujet extrêmement important et c'est important d'avoir les éléments précis et techniques et on les a grâce à vous. Merci. Moi, j'ai pas forcément de questions supplémentaires, mais peut-être que vous avez quelque chose à rajouter sur un sujet peut-être qu'on n'aurait pas traité dans notre échange aujourd'hui. Bah non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Moi, ce que je veux surtout en fait évoquer, c'est que on a besoin en fait que cet outil de production en fait continue à, j'irais, à perdurer dans le paysage industriel français. Malheureusement, c'est vrai que d'un point de vue médiatique, en fait, on a commencé à parler de nous parce qu'on avait dans notre portefeuille un produit qui pourrait potentiellement, je dis bien, parce que moi non plus, je suis pas ni scientifique ni chercheur,
mais qui pourrait peut-être traiter, je dirais, le Covid. Mais par contre, la situation en fait de Famarlion, elle existe en fait sur d'autres unités et d'autres sites industriels. Et il est clair qu'il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à cela parce que on risque de perdre de toute manière à terme une indépendance sanitaire, mais qui aura en fait, je dirais, des conséquences qui sont désastreuses. Aujourd'hui, on le voit en fait sur notre activité du médicament, mais on le voit finalement sur tout un arsenal d'activités où là, on a perdu énormément et ça se compte maintenant en nombre. Avant, ça se comptait en nombre d'emplois. Maintenant, ça se compte en nombre d'emplois, mais aussi en nombre de morts, quoi, malheureusement. Et j'alerte en fait tout le monde sur ce sujet-là. Et c'est bien l'objet en fait de nos interventions que nous avons remis, je dirais, sur le couvert ces dernières semaines. Mais il faut savoir qu'on était mobilisés sur le sujet déjà depuis, je dirais, de nombreux mois. Mais aujourd'hui, on commence je dirais, à mettre les projecteurs sur le site. Donc, c'est tant mieux. Mais il faut surtout qu'on arrive à une solution, et une solution rapide. Parce que aujourd'hui, si effectivement nous n'arrivons pas dans un premier temps à maintenir l'activité au-delà du 3 juillet, je vous dis, hein, je pense que cet été, tout le monde apprendra effectivement la fermeture du site de Famarion. Ok, merci pour l'alerte. Le message est passé. Je pense qu'il est passé, y compris au plus haut niveau de l'État, parce qu'il ne suffit pas de faire des déclarations en disant il faut rétablir notre indépendance. Ensuite, il faut prendre les mesures concrètes qui correspondent. Et je pense que la situation de Famar est éclairante, que la situation de Luxfer aussi, ce n'est pas des médicaments, mais c'est du matériel, est éclairante. Ouais. Et qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels maintenant on attend des actes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous donner la parole aujourd'hui, pour qu'on puisse aussi relayer et puis continuer à augmenter la pression, parce que on voit bien que bon, le gouvernement, il a tendance à rechigner à tout ce qui apparaît comme une intervention publique dans l'économie, mais c'est sous la pression aussi citoyenne qui peut être contraint à le faire. Donc je pense qu'il faut continuer à monter la pression. Alors merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette audition. Je pense qu'elle est très éclairante sur ces questions de souveraineté et sur des exemples concrets dont on a parlé. Et puis, on va continuer ce travail pour essayer, à l'issue de ce travail, de faire un rapport aussi sur ces questions-là, pour porter des propositions politiques qui permettent de répondre effectivement à ces enjeux. Alors, merci beaucoup Yannick Donius pour nous avoir donné votre éclairage. Merci. Très bien, au revoir.